Alors, comment le trouble panique se développe-t-il? Eh bien, il se développe sur la base, bien sûr, de l'anxiété, mais l'anxiété va être dynamisée par le fait que nous nous mettons à respirer de manière dysfonctionnelle. Et beaucoup de gens pensent qu'ils doivent respirer profondément. Ce n'est pas du tout ça qu'il faut faire. Il faut expirer le plus lentement possible. Il faut respirer avec tous les poumons, y compris la partie ventrale. Donc, inspirer profondément, mais surtout expirer lentement. Parce que si on expire rapidement, on va provoquer un phénomène d'alcalose qui va vous empêcher de fixer l'oxygène et vous avez toute une série de sensations désagréables que vous connaissez bien parce que vous avez, à un moment ou l'autre, gonflé un ballon à la bouche. Et qu'est-ce qu'on fait quand on gonfle un matelas pneumatique à la bouche ou un ballon? On commence à avoir la tête qui tourne, on a des picotements dans les mains, dans les bras, dans les pieds, on a les jambes en coton si on est debout, on commence à transpirer, le cœur se met à battre plus fort. Et toutes ces sensations, c'est parce qu'on fait ce qu'on appelle de l'hyperventilation, c'est-à-dire une respiration qui est dysfonctionnelle par rapport à la dépense énergétique du moment. Donc si vous respirez comme ça, vite, en courant, c'est très bien. Si vous êtes en train de vous battre, dépenser de l'énergie musculaire en faisant parfait. Mais si vous faites ça alors que vous ne bougez pas, vous allez avoir des sensations très désagréables, et d'autant plus si vous faites attention à votre corps. D'ailleurs, les personnes qui souffrent d'agoraphobie dans les supermarchés se sentent surtout mal, ou ça, aux caisses, c'est-à-dire quand elles sont coincées et quand elles ont tout le temps de penser à leur propre corps, plus que quand elles sont en train de chercher quels sont les produits qui lui permettent de faire une bonne affaire. Donc la respiration est très importante. On pourrait en dire plus. J'ai consacré au moins 10-15 pages là-dessus. Je passe à autre chose qui est important lorsqu'on souffre de panique, d'angoisse, de trac, etc., et qui est le fait qu'on se raidit. Et ça, c'est pas bon, sauf dans certaines circonstances, peut-être durant l'acte sexuel ou d'autres choses, ou quand on doit soulever, mais nous avons très souvent intérêt à pouvoir être plus décontractés, hein, d'être plus cool, plus relax, et de pouvoir le faire tout de suite. Donc les personnes qui font du yoga disent « Ah, moi j'apprends à me décontracter ». Oui, c'est bien, ok, le yoga, il y a beaucoup d'avantages, je veux bien, ça assouplit, ça fait des relations avec les autres et tout ça. Mais ce qui est important, c'est d'apprendre systématiquement à faire de la relaxation comme l'enseignent les comportementalistes, c'est-à-dire dans une situation stressante, de pouvoir tout de suite se décontracter. D'apprendre la relaxation d'abord dans un fauteuil, mais surtout de pouvoir se décontracter dans une situation comme celle, par exemple, où je suis maintenant. Et enfin, je répète encore, j'avais donné ces exemples, je n'avais pas prévu de donner cet exemple, qui sont venus comme ça au cours de l'entretien, mais faire attention au café et à d'autres substances psychoactivantes. Par exemple, les étudiants font l'erreur d'avaler beaucoup de vitamines en période d'examen. Ils disent, il me faut de la force. Oui, moi je veux bien, mais si vous prenez beaucoup de vitamine C, par exemple, eh bien, ça a à peu près le même effet que le café. Et dans ces conditions, si vous êtes anxieux, vous allez être encore plus anxieux, peut-être faire une attaque de panique. Si vous êtes irrité, vous risquez d'éclater, de faire une colère. Si maintenant vous êtes avec votre petit ami, ça va peut-être être évidemment alors un feu de joie, mais bon, en période d'examen, on pense quand même à autre chose. Et enfin, il est important aussi de pouvoir accepter les affects. Nous ne pouvons pas tout contrôler parfaitement. Ça, c'est une idée qui nous fait beaucoup de tort. Nous sommes d'une certaine manière des animaux, même si notre cerveau est beaucoup plus gros que celui d'autres, même si vous pensez avoir une âme qui va aller un jour au paradis ou en enfer. Nous avons quand même aussi une nature, si vous voulez, animale, et des émotions qui sont une condition de survie. C'est parce que vous avez peur, parce que nos ancêtres ont eu peur, c'est parce que vous avez eu plus d'énergie en étant en colère, c'est parce qu'on a eu des excitations sexuelles par le passé, tout plein, que nous sommes là, bien sûr. Donc, les émotions, l'excitation, tout ça, c'est nécessaire à la survie de l'espèce et aussi de l'individu. Le problème est de pouvoir le gérer, donc de ne pas vouloir faire disparaître les émotions. Et à certains moments, nous devons apprendre à supporter les émotions. C'est ce qu'on apprend aussi aujourd'hui avec cette technique qui a beaucoup de succès, qu'on appelle la pleine conscience, la mindfulness, dont d'autres vous parleront éventuellement beaucoup plus longuement. Voilà le choix devant lequel nous sommes quand nous avons des impulsions problématiques. Supposons que vous vouliez consommer de la nicotine, une cigarette, eh bien vous avez le choix, ou bien vous avez une tension qui monte si vous n'en prenez pas,
vous la prenez, la tension retombe tout de suite, et sinon, la tension va perdurer, mais elle va finir par retomber quand même un jour. C'est la même chose pour la peur, pour le phobique. Le phobique qui a peur d'une situation, eh bien, il a le choix, hein, il a peur de prendre le métro, eh bien, il ne le prend pas et la tension retombe, ou bien il le prend, la tension risque encore d'augmenter et elle va quand même finir par descendre. Attention tout de même, il vaut mieux, si on s'engage là-dedans, dans le métro et qu'on a une phobie du métro, il vaut quand même mieux avoir appris à se relaxer, savoir comment il faut respirer, comment il faut se parler à soi-même. Il faut quand même prendre un peu de précaution, sinon on risque quand même l'attaque de panique. Surfer sur nos impulsions est un apprentissage donc important, donc savoir que nous pouvons avoir des impulsions sexuelles, à manger, etc. Plutôt que de les refréner, nous pouvons surfer. C'est une très belle image, je pense, qui peut nous aider à tenir le coup. Voilà, je crois que l'heure avance. Simplement, je voulais encore dire que, par exemple, les gens qui traitent une phobie, après avoir appris comment se décontracter, après avoir appris comment respirer plus calmement, expirer lentement, après avoir appris à se parler à eux-mêmes, eh bien, la mauvaise nouvelle, c'est que quand ils vont dans les situations qui leur font peur, par exemple les tunnels, que sais-je, eh bien, l'activation émotionnelle sera encore là, mais elle ne va plus aller jusqu'à la panique. Et surtout, si elle répète très souvent la situation, eh bien, ça va devenir de plus en plus facile. Et au bout d'un certain temps, la phobie va tout à fait disparaître. Vous voyez, donc, le changement implique plusieurs choses. Gérer des stimuli, gérer des cognitions, gérer des variables physiologiques, la respiration, le tonus, faire attention à ce qu'on consomme, apprendre de nouveaux comportements, etc. Lorsque les problèmes sont difficiles, eh bien, on ne s'en débarrasse pas en un. Il faut y travailler, comme lorsqu'on change d'autres habitudes pour apprendre à penser autrement. Ça prend aussi du temps, comme si, par exemple, vous êtes habitué à écrire de la main droite, ça va prendre du temps pour bien écrire de la main gauche. Ben, c'est la même chose pour des modes de pensée, parce que nous sommes effectivement, nous sommes esprits, disait Pascal, mais nous sommes aussi automates, et pour les psychologues d'aujourd'hui, nous sommes surtout automates. Voilà, une dernière chose, je vous signale ceci, voilà, on en a encore pour 2 minutes de patience. Que font les psys lorsque vont mal? Une enquête a été faite sur, c'est une enquête ancienne, mais enfin je l'aime bien, je ne connais pas l'équivalent récent, donc il y a un psychologue de l'Université du Maryland qui a demandé à 72 psychiatres du district de Washington ce que faisaient quand ils allaient mal, quand ils étaient fort stressés. Alors, est-ce qu'ils vont voir des confrères? Est-ce qu'ils prennent des pilules? Qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ce qu'ils font le plus souvent, ces 72 psychiatres, c'est aller voir un ami et parler avec un ami. Donc, c'est avoir une activité physique, je pense qu'on a un peu plus aux États-Unis que chez nous, et une activité altruiste. Et ça, je crois que c'est très important, parce que la bonne gestion de soi implique, je pense aussi, des activités altruistes. J'ai aidé plus d'une personne déprimée en disant simplement, mais est-ce que vous pourriez faire du bénévolat? Qu'est-ce que vous pourriez faire à l'occasion pour d'autres, plutôt que de rester centré sur le nombril? Enfin, je ne leur dis pas ça comme ça, hein, je prends des gants pour leur expliquer. Mais ce qu'il faut faire aussi, nous sommes des mammifères sociaux, nous avons besoin de contact, et bien se gérer, c'est aussi essayer de développer des relations avec autrui. Vous voyez que finalement, les psychiatres, quand ils vont mal, eh bien, il n'y a que 20% qui prennent des médicaments, des psychotropes, et 10% vont voir des collègues. Voilà, si vous voulez en savoir plus, je me permets de faire un peu de publicité. C'est toujours comme ça quand on vient de publier un livre, c'est comme un enfant, on a envie d'en parler.